don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Mais oui, Julien Brisson, fondateur de Anaro. Donc, bienvenue au podcast, mon cher. Veux-tu prendre un petit 2, 3, 4, 5 minutes pour te présenter ton entreprise? Oui, écoute, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien. On s'avait déjà rencontré. Julien, propriétaire d'Enro. Vous m'entendez souvent le dire, j'ai 32 ans et j'ai 2 enfants aussi. Enro, c'est une marque de vêtements familiale que j'ai partie après la pandémie. L'idée de base venait avant la pandémie, quand ma fille est née en 2017. Donc, en 2018, j'ai eu l'idée de lancer le brand. Okay. Et ça a été sur la glace jusqu'à temps que la pandémie arrive. J'avais un travail temps plein et quand la pandémie est arrivée, on slacké à mon travail pendant quelques mois et j'ai lancé une plateforme Instagram, j'ai lancé un site internet et je me suis fait sans budget. Sans budget, sans aucun argent, j'ai fait 4 cotons à thé, 4 t-shirts et 4 hoodies. Okay. Et après ça, je les ai vendus à mes amis, j'ai gardé l'argent de côté, je l'ai empilé. Et j'ai pu acheter 12 hoodies, ainsi de suite. Au début, on a parlé tantôt avant, tu faisais de l'impression. J'avais toutes mes petites quantités de vêtements blancs, puis je pressais mes vinyles selon ce que je vendais comme logo. Puis à force de bûcher, mettons, très fort sur les réseaux, on a commencé à vendre un petit peu. Puis après ça, avec TikTok, quand je suis embarqué sur TikTok, là, ça a été un coup de pied incroyable. Mon arrivée sur TikTok doit avoir fait, là, je peux pas donner des chiffres exactement, mais on parle d'environ doubler, tripler ma compagnie juste à cause des vidéos TikTok, la visibilité. Qu'est-ce qui t'a fait de doubler, tripler? C'est quoi le genre de vidéo que tu mettais pour ça? La force, admettons qu'on peut dire, ceux qui ne connaissent pas mon contenu, c'est que j'essaie de trouver une manière de vendre et de montrer quelque chose de drôle en vendant. Fait que, admettons, un sketch, c'est bizarre. Je ne veux pas arriver là et tu veux t'acheter un t-shirt, je vais te le vendre ou j'ai un spécial. Fait que comment amener la façon de vendre en étant drôle et que ça soit pas une... Je te fais pas une vente. Exactement. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi avec beaucoup de collaborateurs, des vidéos niaiseux, à l'entrée publique. Bon. Parce que moi aussi, je pense, pendant la pandémie, avant que je transige vers le podcast puis créer du contenu, je me demandais comment je pouvais faire du contenu TikTok pour ma page d'impression, puis je struggle à trouver des idées. J'étais comme, comment ça peut être intéressant? Puis finalement, toi, tu l'as prouvé, c'est juste de trouver une ligne directrice qui t'intéresse puis que les gens qui écoutent soient intéressés par ce que tu mets. T'sais. Exactement. Puis c'est aussi d'adapter. Tout le monde dit ça. Mettons, moi, j'ai une compagnie de gazon. Mettons. Je sais pas comment la mettre de l'avant. Je sais pas comment faire. Mais il y a des façons. Puis il faut toujours penser. Moi, je pense toujours ça peut être bizarre comment on pense, mais mettons, comment que quelqu'un de gazon pourrait... Je te donne un exemple de gazon, là, mais comment pourrait vendre cette idée-là ou proposer des services, mais c'est dans le fond, c'est tout qu'il faut que ça soit relatable. Fait qu'il faut que tu vives ça, que tu te dises, admettons, OK, mais qu'est-ce que la personne qui veut un gazon va voir dans sa vie ou ça va y aller? J'ai fait pareil avec le linge. Fait que, oui, je peux te montrer un beau hoodie, mais je peux te faire des gags qui vont te faire dire que le hoodie est beau aussi. Fait que c'est un peu l'intelligence de comment amener ton contenu sans vendre, en essayant d'avoir des résultats, qui est très important, puis pouvoir vendre un produit après. Faire une conversion sur ton site. C'est très cool. Écoute, je veux juste te remercier pour le petit cadeau que tu m'as amené aujourd'hui. C'est vraiment nice. Ça fait plaisir. Un beau petit sac Anaro. La caméra, on va... Un petit sac de voyage avec des petits cossins qui n'ont pas de grandeur que je t'ai emmené un petit cadeau. Mon père appellerait ça une tipoune. Tipoune. Sac de voyage. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est quoi? C'est une paire de bas, des bas. Ah, des bas! Des bas très simples, des bas... c'est vraiment nice. Des bas courts, Des bas, moi, j'ai tout le temps la moitié de mes bas que je perds dans ma laveuse. Comme tout le monde. Ou des trous de parfait pour les clés, c'est génial. Ça, c'est un petit porte-clés, right? Ouais, c'est un petit porte-clés fait en cuir vegan, comme les mêmes patchs qu'on met sur nos trucs. Fait que dans le fond, c'est une fausse vache, du faux cuir. OK, très cool. Ah, pas de lunettes, j'avais pas vu. Des lunettes de soleil, des petites lunettes de soleil. Ça, c'est un beau petit cadeau. J'ai jamais pensé à ça, des articles promo de ce genre-là. Ça, c'est, dans le fond, en gros, moi, c'est vraiment, vu qu'on est tout le temps en live, on fait souvent des concours. C'est tous des produits qu'on donne, c'est facile d'accès, un petit produit complémentaire, des petits crayons si tu as besoin d'écrire. Awesome. Mais ouais, OK. Sérieux? Ouais, c'est produits complémentaires, moi, ça a été ma force. Tout ça, c'est des produits complémentaires qu'on est souvent actifs en live. À vrai dire, je fais beaucoup de live. Puis on est capable de. On fait des cadeaux, fait que des petits cadeaux comme ça, le monde aime se recevoir. Quand on fait des vidéos en public, on donne des cadeaux. C'est tous des petits cadeaux qu'on est capable de donner qui n'ont pas de grandeur, qui est intéressant. Ben, c'est ça que je te parlais tantôt avant le podcast. Comme ça fait un petit peu que j'y pensais pour implanter ça, mais pour chacun de mes invités, leur offrir un petit cadeau avec le logo de On Jase Business. Ça pourrait être vraiment nice. Non, il y a tellement de, comme je te dis, tellement de variantes qu'on pourrait faire, des nouvelles produits, des technologies, genre des stickers, en tout cas, on en reparlera, mais des stickers qui vont sur des tasses. Puis tout, là, j'ai une nouvelle technologie qu'on travaille. Tu peux coller ça partout, ça s'enlève pas, ça va sur un char, un ordi. Fait que oui, on pourra trouver de quoi de cool, je te le dis, avec d'intéressant.
Vraiment nice. Ben écoute, mon cher, c'est vraiment cool. Merci, by the way, de passer au podcast. Ça fait plaisir. J'ai interviewé peu de personnes dans l'industrie du vêtement, plus en marketing, mais j'avais interviewé What the Fuck, la compagnie qui fait des Oui, What des the vêtements Fuck, humoristiques. malheureusement, ils ont passé je pense récemment, ils ont eu un petit clash au niveau des droits d'auteur qu'ils faisaient avec, je sais pas si tu as vu ça passer. C'est quoi un petit peu ton opinion là-dessus, les droits d'auteur, l'utilisation, la reproduction, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est un sujet que je connais pas beaucoup, parce que moi, dans le fond, c'est tout, tu sais, on peut regarder mon logo qui est très simple. Toi, c'est ton logo, c'est ta brand, right? C'est mon logo, ma brand, mais ce que je veux dire, c'est que ce logo-là, ce X-là, je me le fais souvent poser, ça ressemble à tel quelqu'un. Il y a 1 million de compagnies qui ont utilisé ce concept de logo-là. Les lettres à l'intérieur sont changées. Fait que l'image de marque, tu sais, je veux dire, lui, il a eu des droits d'auteur sur des dessins qu'il a peut-être pris, que j'avais pu voir exactement. Moi, c'est des logos que j'ai une graphiste qui travaille en temps qui fait mes logos. Fait que rendu là, je peux pas t'en avoir de droits d'auteur. Mais écoute, rendu là, c'est tellement le monde, ils vont chercher des droits d'auteur surtout maintenant. C'est rendu dur de. Fou, hein? Mais il faut que tu fasses les choses comme du monde, malheureusement, et c'est ça qui. Ouais. Maintenant que tu parles de ton logo, d'où c'est parti Enro? Pourquoi tu as parti ce nom-là? Le nom Enro, oh mon Dieu, vous allez peut-être, comme je dis, il y a du monde qui ne me connaissent pas. Le AN, c'est pour le nom à ma fille Annabella. Le RO, c'était quand j'étais jeune, je faisais des graffitis et je m'appelais Niro. Wow. Puis ma plus jeune, qui a maintenant 2 ans et demi, qui s'appelle Nora, donc les 4 lettres d'Enro. Ah, c'est beau, wow. Ça, c'est vraiment le pourquoi de c'est quoi Enro. Ça fait 2 ans que je pousse ce concept-là. C'est quoi ça veut dire, pourquoi Enro. OK, ouais. Maintenant, ça va être en transition. Là. Je suis en train de travailler là, pour vraiment parler plus des valeurs, parler de pourquoi on fait Enro, pourquoi on fait du linge. Le Enro, ça signifie ça, mais pourquoi on fait ça, c'est bientôt, j'ai des plans pour plus expliquer en détail de toutes ces affaires. Très cool. Ben écoute, tu me diras, mais parce que j'avais une petite question quand tu me disais ça, justement. Quelqu'un qui porte Enro, ça représente quoi pour lui, par exemple? C'est ça. C'est un peu pas une erreur. C'est exactement. Okay, non, mais pas ça. C'est un peu qu'est-ce que je faisais mal, on va dire. Fait que pour moi, quand j'expliquais tout le temps c'est quoi Enro, ça veut dire quoi, je disais ça veut dire ma famille. Mais ma famille, c'est pas bon pour exemple tout le monde, c'est vraiment rattaché à moi. Ce que ça veut dire Enro, là, en gros, la grosse ligne que je vais dire, c'est que Enro, ça représente que tu veux porter. On vend des produits de small jusqu'à 5X large dans la plupart de nos produits. Ça, c'est rare, on vend des couleurs qui sont très funky. Fait que notre but avec Enro, c'est de ne pas offrir un vêtement de qualité à bon prix, mais de toutes les grandeurs et de toutes les couleurs. Fait que c'est pas à cause que tu portes du 3X large que tu es obligé, malheureusement, d'aller chez Walmart t'acheter un hoodie gris parce que c'est juste ça qui est disponible. Fait qu'avec moi, tu peux avoir un hoodie rose fluo. Tu peux aller chez Maximus maintenant qu'on est dans les magasins, acheter des vêtements qui sont seulement dans leur magasin avec des hoodies verts, des hoodies rouges. Fait que c'est vraiment d'offrir quelque chose de qualité à bon prix pour toutes les 16. Très cool. Fait que vraiment la valeur de small à 5X large, même on essaie d'aller plus loin, mais là, je peux pas trop en dire. 5X, c'est grand, là. On s'entend que c'est très grand du 5X large. Mais le marché est très gros parce qu'ils n'ont pas accès à avoir des produits dans ce genre-là ou à la mode comme que le monde voudrait. C'est vraiment nice. Maintenant qu'on a parlé de ton entreprise, on va revenir dans le passé. Vas-y. Pour donner un petit peu plus de contexte, à quel âge as-tu en ce moment? Moi, j'ai 32 ans. OK, parfait. 32 ans. Quand tu avais, une question que j'aime poser, là, mais quand tu étais au secondaire, quand tu avais, je sais pas, 13-14 ans, tu étais quel genre de personne dans la classe? Il y a 13-14 ans. Ça me secondaire 2, admettons, environ. On a 15 ans, mettons, là, mais tu peux dire aller comme ça. Ouais. Mettons, au secondaire, j'étais comme quel genre de personne? J'étais une personne, comme je dis, je faisais des graphes, OK? Fait que j'étais quand même un peu, on va dire, tannant, mais très... Je jouais au hockey. Fait qu'en partant, cette semaine, je jouais au hockey, j'étais un joueur de hockey. Nice. Et j'étais un peu, pas un bum, parce que j'étais très bien encadré, une bonne éducation par mes parents et tout, mais j'étais quand même tannant sur la limite, on va dire. Exactement. On buvait, toutes les affaires quand on était jeune, faisait des graphes le soir illégalement, donc on se sauvait, peu importe, on a eu des affaires. Mais j'étais quelqu'un qui était très ambitieux. Fait que quand j'avais une idée, un projet en tête, je fonçais vraiment tout le temps là-dedans. Puis que ça soit, mon Dieu, comme que ça soit dans l'entrepreneuriat, j'étais pas entrepreneur à ce moment-là, mais j'avais toujours des idées de comment avoir un résultat mieux de ce que j'ai là, comment il faut que je fasse pour atteindre mes buts. Puis j'ai réussi sur plein de volets quand j'étais jeune aussi, à atteindre mes buts aussi. OK, nice. T'étais-tu bon à l'école? Correct. J'étais bon à l'école, mais j'étais très... on va dire, je suis pas TDAH, mais je suis partout en même temps. J'étais bon à l'école, mais je donnais pas les efforts nécessaires. C'est ultra important à l'école. Aller à l'école, gars, c'est très important. Oui, c'est ça. On va pas donner des conseils malsains. Non, c'est exactement. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est un sujet qu'on pourrait discuter un peu si ça tente, là, mais l'éducation, c'est une plus-value pour beaucoup de gens, en fait. Là, mais à un certain point, je pense que... Il y a certaines personnes qui sont minded d'une manière qui apprennent beaucoup mieux sur le terrain. Les entrepreneurs, en général, apprennent beaucoup plus sur le terrain.
Les gens, parce que là, j'étudie en business, en management puis en gestion, tu sais, mais les gens qui graduent en gestion vont aller chercher des postes en management, par exemple, tu sais, mais ils ont pas nécessairement l'intérêt de partir une business. Fait que ça, c'est un clash que je vois là, récemment, là, de plus en plus juste dans ma classe puis dans les gens que je côtoie, tu sais. Mais c'est drôle parce que beaucoup de monde me demande la question, mettons, c'est quoi tes études? C'est quoi? Je parlais pas de mes études, Exact. moi j'ai un secondaire 5, puis j'ai fait un cours en mécanique automobile. Tu te donnes une idée, je suis fuck all dans ce qui est gestion C'est ça. d'entreprise et rien, mais... Ben, en fait, non, parce que tu le fais, mais je comprends ce que tu Tu sais, j'ai que tu pas veux eu dire. d'études, tu sais, je veux dire, fait que tu peux regarder, mettons, ouais. c'est important les études, tu apprends beaucoup de choses théoriques. Quand tu parles d'apprendre sur le terrain, ben moi, comment monter mon site Shopify, ben je suis allé voir une vidéo YouTube, puis j'ai appris comment gérer une commande, comment gérer mon stock. There you go. Tu sais, fait que j'ai appris vraiment tout seul. Ouais. Fait que rendu là à gérer des employés, gérer quand même des gros inventaires, des ventes en ligne, gérer comme plein de trucs différents, du marketing, des agences. Oui. J'ai appris tout ça sur le tas. Fait que, mais je me suis beaucoup enfargé, fait que j'ai appris de la bonne manière, on va dire. C'est correct, puis je pense que, tu sais, ou que ce soit à l'école ou sur YouTube qui est une ressource incroyable là, pour n'importe quoi. Là. C'est fou. Tu veux faire ton changement d'huile, tel char, tu vas le faire. Tu sais. Ça va te le dire comment. Parfait, on va Exactement, le faire chez vous, exactement. changer les pneus, whatever. Mais que ce soit à YouTube ou l'école traditionnelle, comme il y a certaines théories qui vont t'apprendre qui est super intéressante, mais il y a tellement de gestion, je dirais, mettons, la gestion de clients émotive ou la gestion d'employés, que ce soit tout comment... il y a des non-dits qui sont pas établis, qu'il faut que tu sois confronté. C'est surtout de la confiance personnelle puis l'estime de soi qu'il faut que tu développes, qui n'est pas appris dans tes théories. Donc, c'est en le faisant que tu vas le faire, mon chum, tu vas le planter, puis that's it. C'est ça qui est drôle, c'est que le monde sort, puis tu sais, ça, c'est de même dans tous les milieux du monde. Là. Même l'exemple, quand j'étais étudiant en mécanique, là, t'es là, tu sais comment ça a changé une transmission. Ben oui, mais tu l'as-tu fait avec 40 vis rouillées, telle affaire. Fait que tu sais, c'est d'adapter ton affaire. Puis c'est ça que je trouve qu'un peu souvent, le monde, il sort de l'école, ils sont là, nous, on est bon, on sait tout faire. Ouais. Je suis d'accord. Tu sais, je dis, t'as tout appris les bonnes choses. Ouais. Mais quand tu es arrivé sur le terrain, comme ça se peut que tu prennes un débarque, tu vas comme, ouais, ça se marche pas comme dans mes livres à l'école, finalement. C'est ça. Puis c'est la vérité, c'est ça. Ah ouais, exactement. Non, fait que je voulais juste parler un petit peu de l'école. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais puis, par contre, sur les réseaux sociaux, moi, je trouve ça un petit peu poche, les gens qui bâchent l'école complètement. T'sais. Moi, je pense que le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir un peu les deux. T'sais. Mais l'éducation, ça s'arrête pas nécessairement au cégep ou à l'université ou bref, plus loin. Tu peux apprendre par toi-même, que ce soit par YouTube ou des formations en ligne. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile. L'accès à l'information, ça revient à ton vouloir, à toi d'apprendre. 100%. Puis, dernier point aussi sur l'école, sure. J'ai 2 filles. Ah, ben, Qui sont à les garderies et au primaire. Elle apprend à écrire, elle apprend en ce moment les chiffres. Puis je veux dire, c'est important d'avoir ça. Si elle n'aurait jamais ça, ben, tu sais. Fait que moi, je la pousse vers l'école. Ben, c'est ça ma Elle va question. faire ses choix après. Mais elle me voit genre faire plein de trucs. Puis c'est mini-boss, Annabella. Là. Ah, elle veut faire ça. Mini-boss, elle veut faire ça. Puis tout. Mais tu sais, j'essaie de l'aligner vers au pire, elle va chercher des choses que papa ne connaît pas. Puis ça va aider. Puis là, tu as 2 petites filles, right? Ouais, Quel âge les deux? Annabella, elle a 6 ans et demi, elle va avoir 7 ans en avril. Okay. Puis Nora, elle a 2 ans et demi à peu près, elle va avoir. Fait Annabelle, à 6 ans et demi, 7 ans, tu peux voir des tendances un petit peu plus, comment tu disais, mini-boss, c'est ça? Ben, Annabella, c'est que c'est une petite tannante, admettons. Ah, ok, je pensais. Puis mes mini-boss, c'est qu'elle, pour elle, c'est une mini-boss. Fait qu'elle gère. Tu sais, on peut aller un peu. C'est drôle, qu'est-ce que je veux dire, mais admettons, je fais mes vidéos TikTok, puis elle en fait souvent avec moi. Okay. Puis quand j'y explique, OK, ben j'ai une idée de vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Ben, elle, dans sa tête, elle se fait des scénarios. Puis j'ai déjà tourné une vidéo que c'est elle qui a fait le scénario. No way. Je te le jure, il avait fait 30 000 vues sur TikTok. On a filmé. Moi, je la filmais avec mon sel comme ça. Puis elle me filmé. Fait qu'elle a même filmé, on a monté ensemble. Puis elle a 6 ans, là. Je trouve ça impressionnant de voir. Ça. Puis là, j'allais poser aussi Nora, mais tu sais, 2 ans, c'est. Nora commence à faire des petites vidéos, mais elle comprend. Non, c'est sûr, bébé, c'est ça, exactement. Elle porte du Enro, puis elle trouve ça cool, mais à part ça, ça ne fait pas grand-chose de plus. Maintenant qu'on est sur la question des enfants, ça a été quoi? Là, ça fait quoi, 6 ans? Ça fait 7 ans maintenant que tu as des enfants. Ouais. Ça a été quoi le switch d'une vie d'une vie familiale sans enfants puis une vie familiale avec des enfants? Plus le travail, ça a été quoi cette réalité-là que tu as confrontée? Mettons, avant, comme je dis, j'étais gestionnaire de compte, j'avais comme mes enfants avec ma femme, encore que je suis avec ma femme aujourd'hui, je salue Yann. Et ça a été dur, mais elle a été, mettons, si ma femme n'aurait pas été là, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Parce qu'on s'entend que quand tu travailles 40 heures semaine, tu as 2 enfants, puis je roulais Enro. Ceux qui m'ont vu sur les réseaux, j'étais comme en live 20 heures par semaine. Je faisais des vidéos à tous les jours. Il faut faire les commandes. J'avais pas d'employés. J'étais tout seul pour tout faire. J'avais beaucoup d'aide d'amis, des collaborateurs, tout ça. Mais sans avoir le pilier, on va dire, de la maison, qui est ma femme qui a vraiment plus géré la maison, j'aurais jamais réussi à faire ça. Fait que c'est vraiment important d'avoir un équilibre familial si jamais tu as des projets de business, parce qu'honnêtement, j'aurais pu me planter
Puis j'ai bûché, j'ai vécu toutes les couleurs que ça aurait pu être dur. Mais finalement, on a réussi à passer au travail. Puis maintenant, ben, je suis rendu temps plein dans la compagnie, qui est fou. Fait que, félicitations, c'est bientôt. Ça a été une décision que tu as prise. Cette semaine. Ben, je suis sûr que ça fait longtemps que tu y penses. Ouais, ça fait très longtemps que je pense, 100%. Mais qu'est-ce qui t'a dit, c'est cette semaine? Ça fait longtemps que j'en parlais à cause que j'ai gradué, admettons, que je faisais 5 jours semaine, pas gradué. Je faisais 5 jours semaine, après ça j'ai fait 4 jours semaine, après ça j'ai fait 3 jours semaine à mon travail. Je comprends. Puis un moment donné, j'ai demandé moins, puis là, ils voulaient pas. Fait qu'ils m'ont fait un ultimatum, c'était soit que tu tombais en plein ou que tu t'en allais. Fait que moi, ça faisait longtemps que je l'ai quitté. Fait que j'ai décidé de quitter et foncer dans mes projets. Puis la vraie raison, c'est que j'avais un chiffre en tête que ma business fallait qu'elle atteigne. Bon, ça, c'est normal, j'avais pas le choix. Et elle l'a atteint, ça fait quelques mois. Awesome. Puis c'est pas c'est un chiffre, vraiment un chiffre de vente que je voulais atteindre. Puis elle l'a atteint il y a quelques mois. Fait que là, ça me dit, Julien, t'es capable de le pousser encore plus. Fait que c'est pour ça que j'ai foncé aussi. Très cool. Étais-tu rattaché à cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu veux dire? L'ancienne entreprise que tu as. Si j'étais rattaché... étais rattaché à ton équipe, tes collègues, oui, à l'entreprise en tant que c'était une compagnie qui était vraiment cool pour vrai. Ça a été la première fois, dans le fond, c'était un distributeur d'électroménager. Et honnêtement, j'ai eu des cours d'anglais là-bas, j'ai eu du coaching de business. Dans les 5 dernières années que j'ai été là, je suis passé de représentant à gestionnaire de compte, à apprendre avec les acheteurs. Honnêtement, c'est fou, là. Ouais, j'ai appris, je leur en dois beaucoup à eux. Ils m'ont. C'est sûr que quand quelqu'un roule une business aussi, il peut avoir peut-être des frictions. Mais côté business, j'ai jamais vu Si je peux amener Enro un jour à eux, puis faire ce qu'ils m'ont fait, je vais le faire. Ouais, puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Tu sais, moi, la seule job que j'ai eue, j'ai travaillé chez McDo. Quand j'avais 17 ans, je pense. 17 ans, je travaillais là, même 10 mois, je pense. Ensuite, j'ai lancé mon entreprise d'impression. Puis là, je suis en marketing. Mais dès que j'ai switché en marketing, j'ai commencé à faire mon podcast chez nous, tu sais, tranquille. Je me suis associé avec Maud. On fait une entente avec le studio. Puis vraiment, depuis qu'on travaille ensemble, ça fait 3-4 mois là, qu'on est dans le même studio. Puis j'apprends x6, x10. Je me développe avec eux, c'est incroyable. À un niveau autant financièrement qu'avec mes clients que technologiquement. Il y a tellement de choses qui sont apportées que si j'avais resté chez nous, je serais aucunement rendu aujourd'hui. Puis c'est sûr que c'est un risque financier, puis c'est un risque whatever, mais quand tu t'associes avec les bonnes personnes, quand tu t'entoures des bonnes personnes surtout, on dirait que ça explose, puis t'as tendance à plus réussir que si t'étais tout seul sur le long terme. 100%, puis c'est drôle parce qu'on en a parlé avant off-cam. Quand j'ai parti, j'étais tout seul, je faisais tout. Je suis quelqu'un qui a ultra de la misère à déléguer. Fait que ça veut dire que je sais comment je le fais, je sais comment je veux le faire, je suis capable de le faire, j'ai le temps de le faire, mais ça, c'est vraiment très nocif quand tu fais une compagnie parce que un coup que j'ai commencé à déléguer, ben là, j'ai réussi à avoir plus de temps pour à faire plus de trucs qui est du day-to-day. Malheureusement, quand tu gères une compagnie et que tu pars de zéro, oui, tu vas en plier des chandails. J'ai plié des chandails, j'en ai plié des centaines de milliers des chandails. J'en ai imprimé aussi. J'en ai imprimé, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse ça pour que moi, je puisse en vendre plus de chandails. C'est ça que j'ai eu de la misère à vraiment faire le step. C'est ultra dur de déléguer ton bébé, admettons. C'est encore une question, moi, qui me chicote un peu parce que j'hésite à les dédier, déléguer de plus en plus de tâches, par exemple, en montage. Mais je suis assez picky dans les fautes, dans la manière que c'est monté. Puis il y a certains de mes clients qui sont aussi, qui attendent certaines qualités. Fait. Puis juste niveau financièrement, excuse-moi, ça a été quand le switch que tu t'es dit, garde, faut que je le fasse, faut que je le délègue. Est-ce que tu étais bien, genre, comme monétairement, ou tu étais plus ou moins certain? Ça ressemblait à quoi un peu? Ben, admettons, là, c'est ça. Ça, c'est la grosse question. Oui, la question qui tue, c'est ça. Comme je dis, quand tu pars une business, nous, avec Enro, on a décidé de... Comment on peut dire ça? Ça a pris 2 ans avant que je touche $1 d'Enro. Fait que toutes les heures, tout le travail que j'ai fait, c'était pas du bénévolat, mais je construisais ma compagnie. Fait que je me suis payé, j'avais mon revenu qui était ma job. Tu payes tes dépenses. Exactement. Puis j'avais mon revenu qui était ma job principale pour payer la main avec les enfants, toutes les choses. Un coup que j'ai dit qu'il fallait que je délègue, moi, je voyais juste des dollars qui partaient sans, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais de dépenser. Puis je voyais comme c'était pas une perte, mais de... Tu sais, je peux le faire, pourquoi je dépenserais... C'est ça, oui. Pourquoi je peux le faire, pourquoi je dépenserais 50$, 100$ sur un montage? Mais je suis capable de le faire, ça me prend une demi-heure. Mais à un moment donné, comme on dit, il faut que tu mettes les choses à la bonne place pour être capable de faire. Fait qu'un coup que j'ai délégué, ben, tu sais, quand je délègue, c'est quelque chose que je pense qui va être plus bénéfique pour moi d'investir cet argent-là et mettre mon temps ailleurs. Ça, là, j'ai encore de la misère. Je le fais sur des trucs, mais j'ai encore... Puis là, j'ai une bonne équipe. Quand tu parlais d'équipe tantôt, là, j'ai une très bonne équipe qui est des amis à moi qui sont là depuis le début. Là, maintenant, j'ai des personnes en contrat avec moi qui m'aident à faire des trucs, mais tu sais, c'est nouveau.
C'est nouveau, puis c'est ultra important. C'est là que je vois que je peux faire plus de trucs et plus rentable sur d'autres trucs. C'est ça. Moi, je suis un petit peu déchiré là-dedans, mais je sais où est-ce que je m'enligne, puis c'est plus vivable pour moi de faire tout. Non. Même si j'ai un contrôle, puis je sais que j'ai des deadlines et tout ça, faut que j'en donne. Puis je pense que j'ai écouté un podcast ce matin qui disait que on met souvent la faute sur vouloir tout faire nous-mêmes. C'est en fait de l'insécurité. On peut dire que c'est du perfectionnisme, mais en même temps, c'est une insécurité parce que t'es pas sûr ou quand tu veux déléguer à quelqu'un qui est peut-être pas qui offre pas la même qualité que toi, mais c'est un risque à prendre, puis je suis complètement conscient. Fait que c'est pour ça que je veux poser la question. C'est un challenge. C'est dur, c'est très dur. Puis comme je te dis, je suis dans la transition en ce moment même de déléguer et payer pour des trucs qu'avant je faisais tout moi-même. Mais pour vrai, genre, je le dis là, ça m'a aidé dans les 3 derniers mois depuis que j'ai fait ça. Mettons peut-être 6 mois. Tu as la tête plus libre. Je veux dire que tu cours toujours après ton temps. Tu dois avoir le même principe que toi. Je cours après mon temps. Tout le temps. Une journée, c'est passé, là, je me couche. Je me lève le matin avec les enfants à 6 h chaque matin. Puis je me couche le soir entre minuit et 1h30 du matin. Hier, je t'enlève à 11h30 du soir. Là. Puis toi, tu as des enfants en plus. C'est incroyable. Mais moi, c'est pas un travail. Ça aussi, on en a parlé off-cam. Ouais. C'est pas un travail. Moi, je vais faire Enro, j'aime ça. Ouais, je me lève le matin, je m'en vais chiller, je m'en vais faire des vidéos, je m'en vais, oui, plier du linge, oui, faire telle affaire, mais j'aime ça. Je me lève le matin, je sais que mon but, c'est d'améliorer ma compagnie, d'aller faire quelque chose que j'aime. J'ai aucune réticence sur aucune tâche qu'il faut que je fasse. J'adore tout faire. Des trucs moins, d'autres trucs plus, mais ça me donne le fait que je suis content d'aller travailler. Puis depuis une semaine, je le vois dans mon attitude, dans comment je suis. J'ai pas à aller à travailler à l'autre job et faire les deux. Fait que c'est... J'ai vraiment all-in dans un projet. C'est ça qui est intéressant. Puis je pense que c'est ça un petit peu la différence entre une mentalité d'employé qui n'est pas nécessairement mauvaise. Parce que, en tout cas, toi puis moi, je pense que notre intérêt, c'est bien sûr la famille et tout ça, mais notre projet, c'est aussi notre bébé. C'est comme un 3e enfant, right? 100%. Si tu ne nourris pas, si tu ne mets pas de temps... mais quand tu as un travail, c'est pas ton entreprise. Fait que tu es un petit peu déconnecté de l'intérêt que tu mets ou de la passion que tu as pour l'entreprise. Ben, 100%. Puis ça me rappelle mes débuts quand j'étais à mon autre job, ou dans tous les jobs. J'ai été rep pour Red Bull, j'ai été rep pour de la bière de microbrasserie. Nice. Puis quand tu commences un nouveau travail, c'est ton bébé aussi. Je veux dire, tu veux donner les efforts, puis il faut que tu le donnes pour voir est-ce que je vais monter un jour, est-ce que j'ai une autre opportunité d'avoir quelque chose d'autre. Si je fais ma job, pourquoi je la ferais moins bien que quelqu'un d'autre? Fait que moi, j'étais toujours perfectionniste dans que ce soit marchandiseur, monter des cases de bière, je te faisais des châteaux qui tournaient pour que ça soit wow, puis que la personne dit c'est qui ce gars-là. Mais là, avec Enro, je fais ça, puis les résultats sont à moi. C'est moi qui amène. C'est ça qui C'est pas comme j'espère qu'un superviseur va remarquer moi ce que je fais. Je veux me faire remarquer, exactement. Puis tu vois concrètement quand tu as des retours. Puis des fois, c'est pas des retours rapides, mais quand tu le vois, tu es comme OK, oh wow, ce client-là, c'est après 3 mois, c'est un gros contrat qui est rentré. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est exactement. Puis même de voir du monde, moi, comment je le vois sur le site, c'est les répétitions de commandes. Fait que quand quelqu'un, mettons, arrive, puis tu vois que c'est, je vais dire Monique, je vais nommer Monique. Monique, c'est ma cliente numéro 1 d'Enro. Ah oui? Okay. Monique, je sais pas à quel âge. Monique, elle doit avoir entre 40 et 60 ans. Okay, et Monique, elle a tous les produits Enro. Ben voyons donc. À chaque fois qu'il y a une nouvelle collection qui sort, elle me texte parce qu'on s'est donné nos numéros et elle achète tous les produits. Fait que si je sors 6 nouvelles couleurs de coton watté, elle achète les 6. 7 nouvelles tuques à chaque fois. Fait que ça, c'est fou. Genre, c'est ce monde-là qui font que c'est... Écoute, ça, c'est pour moi, c'est un succès. Et t'as-tu déjà pensé à faire une collab avec Monique? C'est dans les plans d'aller la voir. C'est votre fan numéro 1, là. On va y faire un chandail, je peux pas le dire, mais on va faire un chandail avec son nom, peut-être on est en train de travailler ça. Parce que c'est... fou, ça. Puis il y en a beaucoup, tu sais, je veux dire, notre taux que le monde répète les commandes, là, c'est incroyable. Il y en a du monde, mon comptable, c'est un de mes plus gros clients aussi. 60 commandes, ouais. Tous les collaborateurs, c'est des clients de Enro, c'est du monde qui... Fait que j'ai beaucoup de répétitions. Ouais. Puis un coup que le monde l'achète, ben tombe accro. Ça, souvent, je me fais dire, Julien, tu me crées des besoins. Julien, tu me fais rendre accro. Parce que le coton watté, comme je dis, ils sont pas trop chers. Ils ont des belles couleurs. Ils ont le vibe, le personal brand en arrière de ça. Le vibe d'Enro est très cool pour ce monde-là. Question plus technique, tes produits sont faits où? La plupart des produits sont faits à d'autres places et nous, on conçoit tout ici. OK, fait que c'est conception. Conception 100% au Québec. Donc, les logos, la broderie, la sérigraphie, cool. nos neck labels, tout est fait ici. Notre seul produit qui est fait 100% au Québec, c'est les tuques. On a des tuques, 22 couleurs de tuques différentes, avec une patch de cuir vegan, comme j'ai montré tantôt. C'est le seul produit qui est fait au Québec. Puis je vais te répondre pourquoi. Sinon, le prix de vente est trop cher. Si moi, admettons, je veux vendre mon coton watté à 74,99 puis que je le fais au Québec, ton coton watté, tu vas le payer 150$. Mes valeurs au début, c'est quoi? Vendre à bon prix, les belles couleurs pour tout le monde. Fait que ça me fait chier, désolé le mot, mais j'aimerais ça pouvoir me produire au Québec, vendre les mêmes produits avec les mêmes couleurs,
Genre, faudrait que l'on ait de l'aide du gouvernement, du Canada, peu importe. C'est ça. Sinon, c'est impossible. C'est pas impossible. À moins que tu veuilles délibérément perdre de l'argent à court terme. Puis moins vendre. Tu sais, t'achèterais-tu que ton temps à 150$? Exactement, c'est ça. Tu sais, t'en as peut-être quelques-unes personnes, mais c'est pas faut que tu y ailles avec ton marché, puis ça va se développer. Là. C'est juste qu'on on est quand même petit, le Québec, là, on est comme 8 millions. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont être prêtes à compétitionner avec la Chine ou avec l'Inde. Oublie ça. C'est impossible. C'est sûr, c'est des pinottes, là. Mais j'achète des distributeurs canadiens. Fait que ça, c'est bien. Fait que oui, ils sont faits ailleurs, mais j'achète quand même dans la roue des distributeurs canadiens. Je fais affaire juste avec des distributeurs canadiens pour les produits. C'est la différence avec les entreprises comme toi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire du dropshipping. Parce que là, c'est produit partout là-bas que tu ships, puis tu dis que c'est fait, tu le vois emballé pas. au Québec, c'est that's it, là. Même pas, là. Non, même pas, mais tu le vois pas. Puis dropshipping, honnêtement, moi, je veux pas tant... Au début, quand j'avais commencé, j'ai regardé les options parce que c'est facile. Tu mets une photo d'un produit, eux, ils le font, ils le shippent, ils le vendent. Ils te donnent ta cote. Mais faire du dropshipping, tu peux pas avoir un service comme Kenro offre. Impossible avec du dropshipping. Non, du tout. Je suis très important. Fait que là, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais j'aimerais rester encore quand tu étais jeune. Ouais. Donc, est-ce que tu avais des tendances entrepreneuriales? Ça ressemblerait à quoi? Peut-être si tu touchais à tes parents, est-ce que tes parents étaient aussi entrepreneurs ou ils l'étaient pas? Dans le fond, moi, je vais aller un peu plus loin. Je viens d'une famille très dans la classe moyenne, admettons. Mon père, ma mère était représentante, c'est elle qui m'a montré comment vendre. Fait que, elle m'a fait mes formations. Ma première job à 18 ans, c'est ma mère qui m'a formé, vendait des palettes de confiture dans des épiceries. Oh my God! T'as donné une idée, là? Eddie Smith, man, j'ai vendu des palettes. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé dans la vente. Et mon père, lui, il avait des cantines mobiles. Fait qu'il allait dans les shops avec une cantine puis il vendait. Fait que oui, il était entrepreneur. C'était, dans ce temps-là, ça allait très bien, ces types de cantines-là. Puis moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, on va y aller simple, classe moyenne, je jouais au hockey. Moi, je voulais le bâton Bauer à 350$, One Piece, c'est le gros bâton. Puis mes parents, ils trouvaient que c'était exagéré. Fait que j'avais toujours le bâton à 150$, qui était quand même, pas un bâton en bois. Je veux dire, j'avais comme un bon bâton, mais moi, je voulais toujours avoir plus. Fait qu'étant jeune et très motivé, moi, je prenais ce bâton-là, je l'échangeais contre 2 à peut-être 200$, mais usagé. Après ça, j'en revendais. Puis à un moment donné, je me suis rendu, mon père descendait en bas, ou mon père ou ma mère descendait en bas. Puis c'est quoi tous ces bâtons de hockey-là? J'en étais rendu comme 8-10 One Piece, tout là. Puis j'avais parti du One Piece à 150$. Fait que là, finalement, moi, j'ai revendais. Puis je faisais du cash avec ça, puis tout ça. Fait que de là est parti comment réussir à bien jouer avec les trucs pour rentabiliser de l'argent. Mais depuis que je suis jeune, je fais ça. Puis... Wow. Ouais, mais à oublier les réseaux sociaux. Maintenant, avec Enro, tu as des réseaux sociaux que ça, c'est un autre game complètement. Mais je faisais ça avec le petit Jérémy du coin, puis Joey, mon ami, puis on échangeait des bâtons, puis on faisait du truck. What? C'est parti de même. Ouais, c'est parti de même un peu les... Comment, Mais j'aime ça poser cette question-là parce qu'on dirait que, des fois, ça se répète. Genre, j'ai eu un stand de limonade, ou des trucs du genre où je coupais du gazon, mais tout, ça sort de l'ordinaire. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait que j'avais entendu une histoire quand il était au secondaire, il achetait après l'Halloween, les prix des bonbons se réduisent. En ce moment, live, là, c'est rien, ça coûte rien parce qu'il veut liquide. Fait qu'il achetait en batch, puis il revendait avec un profit à l'école aux jeunes. Genre, c'est big brain, là. C'est malade. Tu peux tout faire. T'as de la demande, t'as un marché incroyable. Tu vas des palettes à 50 cents. Big! C'est fou, là. Fait que j'étais comme, ouais, c'est smart, j'aime ça. Mais on pense pas à ça, mais tu sais, t'as tellement des gens qui ont de la misère financièrement puis qui ont du temps, peut-être. C'est un conseil qu'on pourrait donner. Tu sais, des jobs comme, mettons, l'été, paysagement, tu sais, couper du gazon ou vider des gouttières ou, tu sais, laver des vitres. C'est ton temps que tu mets, tu sais, tu as peu de coûts d'équipement. Je pense qu'on peut se démerder facilement dans la vie là, en trouvant des solutions. Donc, cette mentalité-là de dire « je suis mal pris, il n'y a plus rien à faire », c'est des fétiches, là, je te le dis d'après moi. Tu peux tout faire. Tout est possible quand tu es motivé et que tu veux le faire. Là. Exactement. Tout est tout le temps de la job. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser un peu au marketing de nos jours. Là. Maintenant, c'est beaucoup des choses en ligne, création de contenu. Fait que tu n'as pas beaucoup de besoin d'avoir... Oui, tu as besoin d'une caméra, tu as besoin d'avoir... Si tu es motivé à... Comme quelqu'un qui commencerait, exemple, sur TikTok puis qui veut être populaire ou quelqu'un qui... Pas être populaire, mais juste avoir des vues puis être capable de montrer de quoi. Si tu le fais pas, tu le feras jamais. Si tu n'essayes pas, tu vas jamais réussir. T'sais, dans le fond, c'est que tu te motives à... essayer, mais ça marche dans tous les domaines. Ça marche autant dans la création de contenu que dans le gars qui lave des gouttières. T'sais. Puis je pense qu'il y a un certain blocage que les gens font vis-à-vis de ça. C'est comme, il faut que j'apprenne quelque chose. 2, c'est difficile. C'est incertain surtout. C'est comme, qu'est-ce qui veut dire que cette vidéo-là va pogner ou pas? Ben, tu le sais pas. Mais il faut que tu l'essayes pour voir.
Mais les gens ils disent souvent, ça vaut pas la peine de le faire parce que j'ai pas de résultats concrets dans l'immédiat. Mais c'est ça une entreprise. T'as pas de résultats concrets dans l'immédiat, c'est des résultats avec la discipline que tu mets, tes efforts que tu mets, puis après fast-forward 2, 3, 4, des fois 1 an, tu sais. Ben oui, t'essayes. Puis c'est drôle parce que quand tu fais des efforts, puis la question, je dis tantôt, j'ai lâché mon travail pour enfin focusser dans Enro à 100%. J'aurais fait le move là, 1 an. Enro aurait peut-être même pas existé en ce moment. Le stress de devoir me payer, de pouvoir vivre, c'est énorme. Nous, on est parti, comme je dis, de rien. Là, fait qu'à un moment donné, puis surtout dans le monde du milieu du linge, il faut que tu aies un inventaire. On a 6, on part de small à 3 XH, 4 XH. Wow. Fait que tu sais que c'est pas juste un t-shirt, là, c'est qu'on a 6 ou 7 de chaque affaire. Après ça, tu as chaque couleur. Fait que on a une immense backstore avec plein de linge. Je fais une mini parenthèse, mais souvent du monde dit t'es BO dans ça part vite. Mais oui, parce que c'est des produits qui sont limités des fois. D'autres fois, on peut pas tenir 1 million d'inventaire parce que crime, si on le vend pas, on est pogné avec. Fait que voilà, c'est ça. C'est vraiment nice. Puis quel genre, c'est quoi ta gamme de produits en fait pour Enro? Juste simplement, tous les produits que tu vends, c'est quoi un peu? J'ai un peu, je suis sûr qu'on se spécialise plus dans des hoodies. Hoodie, c'est vraiment le cheval de bataille numéro 1. C'est-tu ton numéro 1 vendeur? Hoodie, c'est numéro 1 vendeur. Okay. En ce moment, je pense qu'on a 16 couleurs sur le site de disponible. Dans les tucs, l'hiver, on a 22 couleurs de tucs aussi dans nos top vendeurs. T-shirt, casquette. Mais là, c'est sûr qu'on a des dérivés. On a des bas à cette heure, on a des genres de serviettes, robes de chambre, punch hoodie. On a plein d'affaires. Vraiment plein d'affaires. Fait que plein de produits différents. Après abordable avec des belles couleurs. Oui, c'est ça. T'as-tu des anecdotes à nous conter, tout simplement, des histoires farfelues ou des choses qui se sont passées, des challenges pour ton entreprise que tu voudrais raconter? Oui, j'en ai quand même plein. OK, je vais... C'est dans ses débuts, surtout. Oui, dans les débuts, surtout, honnêtement. Mais tu sais, comme que je dis, c'est que nous, on est parti. Quand je suis parti, j'avais vraiment pas beaucoup de linge, j'avais pas beaucoup de stock de t'adapter. Fait que j'ai déjà eu tout ça dans mon garde-robe. OK? Fait que quand Enro est parti au départ, chez moi, j'habite en condo. On loue un condo. Et on a un garde-robe d'entrée qui fait comme 7 pieds de long. OK? Là, moi, j'avais des boîtes de linge que j'avais commandé 2-3 boîtes. C'est vraiment minime, là, tu sais. Puis il fallait que je réussisse à placer ça puis avoir un inventaire pour être capable de vendre. Puis j'ai monté genre en tout cas, t'avais... Mon premier spot, c'était comme vraiment pas large. Là. Je te dis, tu rentres même pas, c'est 3,5 pieds de large. Puis j'avais 2 règles de chaque bord. Fait que j'avais juste un chemin pour passer de côté. Puis j'étais plus gros un peu dans ce temps-là. Puis il fallait que je fasse les commandes de là. Fait que avoir trouvé des racks qui est la bonne grandeur, avoir monté mon setup, pas de lumière là-dedans. Il y avait une lumière, mais il faisait chaud. Fait que dans les débuts, je te dirais que l'anecdote la plus drôle, ça a été l'organisation de comment, avec le peu d'espace que j'avais et pas d'argent, comment pouvoir vendre du linge, admettons. Ah, mais c'est vraiment... Puis genre, tout ce qui est côté administratif, puis vente, puis gestion des finances ou comptabilité, tout simplement, comment t'as affronté ça? Oh my God, ça... Toi, t'étais-tu à l'aise avec ça? Non, zéro. Moi, je suis à l'aise avec pas grand-chose. Moi, je suis bon pour vendre, je suis bon pour gérer, pour faire des projets. Fait qu'au début, quand ça a commencé, c'était une de mes amies qui étudiait en comptabilité qui m'a fait des tableaux Excel puis qui m'a aidé quand on était enregistré au début. Fait que j'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup de monde. Enro, c'est une grande famille. Le monde, ils sont là pour aider. J'ai eu énormément d'aide. Quand j'ai commencé, il y avait Raph, qui était une de mes amies à moi, qui m'a donné, comme je te dis, cours Instagram 101. Elle gérait mes posts, elle faisait mes textes. J'ai eu vraiment beaucoup d'aide dans tous les volets. Fait que quand on dit une grande famille, c'est du monde qui sont encore là. Ils ont encore les premiers chandails Enro chez eux. Puis c'est des amis encore à moi qu'on va prendre des bières ensemble. Puis tout. Ah, mais ça, c'est un mot, clickbait. Ah, on est une belle famille. Notre entreprise, c'est une famille. Mais il y en a qui disent que c'est vrai, en fait, là, comme vous, je suis sûr. Il y en a que c'est comme c'est vendeur. C'est un vendeur. C'est pas vrai. Là. Tu rentres là, tu travailles, puis il n'y a pas de company culture. Il y a pas les gens. Mettons, je donne un exemple. Ici, nous, on prend souvent le temps pour dîner ensemble. C'est niaiseux. Les vendredis, Maud, elle a un lunch and learn. Fait qu'elle elle fait venir un expert, puis on apprend, par exemple, que ce soit en marketing ou en communication non verbale. Fait que c'est vraiment intéressant, c'est de créer des activités communes puis qui est le fun avec toute l'équipe. Puis, c'est ça qui est le fun. Puis moi, ce volet-là, je vais le chercher dans... Tu me parles d'anecdotes, OK, mettons... je peux t'en donner, j'en ai plein, mettons, mais moi, le volet que vous faites, exemple, dîner, mais nous, c'est souvent nos shootings photos, nos tournages, peu importe. On est en collaboration avec Sweet Spot qui louait des chalets à Tremblant. Puis, dans le fond, un de mes amis qui s'appelle Sébastien, que lui, était gérant de cette compagnie, il s'occupait de tous les chalets. Puis, on allait des fins de semaine complètes en retraite Enro dans des chalets avec un photographe. On faisait des vidéos, puis on était 10-12 modèles.
Fait que, tu sais, je peux dire que l'univers de familial, de chilling, de party était là, C'est sûr. très présent, mais toujours en fonction de le monde venait pour faire du contenu Enro, des photos. OK. Fait que, tu sais, des anecdotes là-dedans, il y en a eu 1 million. Là, on était une gang à chiller. Pour travailler en même temps, c'est dans un environnement tellement le fun que genre, wow. Ben, on voulait, on a eu des collabs sur de l'alcool aussi, des collabs de... Moi, le but, c'est d'échanger des services. Fait que souvent, quand une compagnie m'approche, il me dit « Ah, t'aimerais-tu faire une collab, faire des trucs de même? » Mais moi le but, c'est juste que si je peux t'en donner, puis toi, tu peux m'en donner, moi, ça va être gagnant pour tout le monde. Fait que je suis vraiment... Depuis le début avec Enro, c'est comme ça. Là, j'ai fait des collabs avec plein de compagnies différentes, que ce soit des influenceurs, que ce soit plein de monde. Le but, c'est que si toi, ça peut t'apporter de quoi que tu veux, puis que moi, ça va m'apporter de quoi que je veux, je vais le faire, genre, puis pour le bien de tout le monde en plus, là. Fait que, ouais. C'est vraiment nice. Puis ça me fait penser, parce que j'ai eu une discussion avec un entrepreneur récemment, puis c'est quoi il me disait? C'est justement avec son équipe. Je pense qu'ils sont 7 personnes. Puis une fois par année, ils louent des 2 Airbnb. Mais c'est des 2 beaux Airbnb sur le bord de la mer, comme je pense que c'est en Guadeloupe. OK, t'as je suis OK. Fait que c'est magnifique, là. Ils font ça pour l'équipe. Puis genre, vous venez là, mais vous travaillez, tu sais. Fait qu'il y a une bonne connexion Internet. Ils travaillent à distance, puis le soir, ben, ils ont du fun ensemble, right? Mais j'étais comme... ici, au Québec, on peut faire ça à moindre coût, tu sais. Un chalet qui est beaucoup plus rassembleur, c'est le fun. On peut aller faire du ski l'hiver, on peut aller faire de la glissade, tu sais. Il y a différentes alternatives. Fait que c'est juste de connecter les gens dans votre équipe. Ça, c'est bien beau de travailler à distance, là, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est les gens de venir travailler au bureau. Pas obligé d'y aller à chaque jour, tu sais, mais d'y aller une couple de fois par semaine. C'est le fun, ça crée des liens. 100%. Moi, en tout cas, moi, j'ai de la misère à faire du 100% à distance. J'aime ça hybride, tu sais. Fait que des fois, je suis à l'université, des fois, je suis ici, puis des fois, je suis chez nous. C'est ça qui est intéressant, c'est une belle vie, puis ça varie aussi ta routine. 100%, honnêtement 100%. Puis justement, nous, on est, tu sais, mettons, ma graphiste, elle travaille de sa tablette. Là, fait que des fois, elle vient à la boutique, là, elle fait d'autres trucs, elle vient à la boutique. Puis c'est vraiment l'univers que quand on rentre, c'est le fun. Tu prends un café, tu jases 5 minutes. Puis ça change un peu la routine de ta journée, ça te fait que c'est plus le fun. Puis en même temps, ben, tu as plus de résultats tout le temps. Oui. C'est de comment tu as plus de résultats, c'est sûr. Qu'être tout seul chez vous, des fois, tu es moins productif. On sait tous que des fois, tu es chez vous, tu fais ton café. Exactement. C'est clair, tu perds ton temps des fois. Exactement. Des fois, tu peux être plus productif, mais moi, c'est ça. Avant que je rentre dans le studio, j'étais fuck all productif. Là. J'avais le 5% des clients que j'ai. Là, puis j'étais genre, si je manque de temps, mais c'est parce que tu te pognes le bain, le gros. Là. Ben, tu te lèves tard, puis tu sais, c'est ça. Non, moi, je me lève. Moi, j'ai des enfants, je suis pas sûr de me lever tôt. En partant, chaque matin, c'est à la même heure, puis après ça, on part. Mais non, c'est sûr que plus que tu es motivé, plus que tu fais tes trucs, plus que ça peut. Plus tu as de chance à réussir, mais en fait, c'est comme un. Plus t'en mets, plus tu as de chance d'en recevoir. Plus tu t'en donnes, plus tu peux en avoir. Même sur des collabs. Surtout en donner, puis donner de la valeur, que ce soit pour des clients ou des gens que tu veux travailler ou collaborer ensemble, bien, initialement, donne beaucoup plus que ce qui est demandé pour faire l'effet wow. Puis pas dans l'aspect de faire une vente, mais vraiment juste par respect, puis j'ai le goût de t'aider, puis de t'encourager, puis de développer ensemble. C'est vraiment ça, d'après moi. 100%. Hey, salut! Je me permets de couper l'épisode en 2 pour 2 raisons. La première étant que j'aimerais te remercier de ton écoute pour le podcast. C'est très apprécié. En fait, je me présente, Anthony Vézina. Je suis le créateur du podcast, tout simplement. Je suis animateur aussi. Donc, c'est moi que vous entendez dans plusieurs de mes épisodes avec mes invités. Donc, merci beaucoup de ton attention. C'est très apprécié. Ensuite, la deuxième raison pourquoi que je fais une petite pause en ce moment, c'est tout simplement de présenter mes services. Puis c'est quoi, en fait, Vézina Media? Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va prendre un créateur de contenu, un brand ambassadeur, un entrepreneur, tout simplement, qui a une entreprise, qui a un but en tête et qui veut s'implanter sur les réseaux sociaux. Un concept un peu clé en main qu'on offre pour nos clients en ce moment, c'est on vous invite pendant 2 heures de temps dans notre studio, puis on s'assoit ensemble, puis on va poser des questions sur tes buts, tes ambitions, sur du business knowledge, sur tes aspirations, sur quelques anecdotes qui se sont passées peut-être un petit peu comiques dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle. Puis ensuite de ça, on va couper puis on va segmenter les meilleurs moments de cet entretien-là qu'on a avec toi et on va redistribuer sur différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou LinkedIn. On choisit vraiment les meilleures plateformes pour toi. Donc vraiment, c'est une stratégie vidéo adaptée à ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui se rapproche ou que c'est un désir ou un besoin que tu peux peut-être penser développer au courant des prochaines semaines, n'hésite pas à me contacter par courriel à anthony@vezinamedia.com, puis on va pouvoir en discuter davantage. Donc, sur ce, je te laisse et bon visionnage. J'ai 2 petites questions, mais on pourrait prendre le temps de développer là-dessus. Là. La première, c'est... un conseil, si tu avais un conseil à donner pour un jeune ou une jeune entrepreneur qui voudrait se lancer dans ton industrie en 2023 là, avec les réseaux sociaux, les AI, la grosse compétition, parce que c'est une industrie qui est assez
beaucoup de compétition, donc vas-y fort. Quel conseil que tu donnerais? OK, fait qu'en gros, je vais juste répéter ça. Là. Fait que tu veux savoir si tu veux te lancer dans le linge en ligne, peu importe, à vendre un produit. Là. Parce que toi, t'es en 2018, t'avais quoi? T'avais 20... En 2018, j'avais, mon Dieu, je peux m'attarder d'avoir 6 ans, 7 ans. J'avais 20 ans. Je suis pas bon quick maths. Mais en tout cas, pour les gens dans la vingtaine, une personne qui est dans la vingtaine qui aimerait se lancer un Enro, mais à sa propre touche. Premièrement, ça te prend bien de la motivation. Ouais. Le linge, c'est un milieu qui est ultra contingenté, qui est ultra dur à percer parce qu'il y a tellement de compétition. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies une bonne idée de base de branding. Donc, moi, mon branding, ça a été vraiment familial. Ça a été un branding qui est fait pour tout le monde, non genré, avec des couleurs puis avec des grandeurs. J'ai toujours eu ce minding-là quand j'ai commencé. Offrir quelque chose à prix abordable que j'étais prêt à m'acheter quand j'étais jeune pour quelqu'un de la moyenne de tout le monde qui peut se l'acheter. Après ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu comptes jamais tes heures. Fait qu'il faut que tu travailles sans arrêt puis que le meilleur truc que je peux dire, c'est qu'il ne va pas toujours essayer de trouver quelqu'un pour... Tu sais, on disait de déléguer, là, mais au début, c'est le contraire. Au début, tu ne peux pas déléguer. Tu n'as pas le choix de tout faire. Toutes les scènes que tu vas sauver, tout ce que tu peux faire, tu le fais. Puis trouver des bons fournisseurs, c'est la clé du succès. Trouver une bonne personne qui va te faire de l'impression. Trouver quelqu'un qui va être capable d'imprimer, puis suivre ton rythme d'aller. Et beaucoup aller voir... Honnêtement, moi, j'ai vraiment appris en allant... Regarder des vidéos YouTube, je le répète, là. Fou, hein? Mais comment faire ton site? Un site Shopify, là, ça peut coûter, je pense que 1 piastre 3 mois le premier test. Tu peux te monter un site Shopify en 4 heures de temps puis être prêt à vendre si tu as une bonne idée. T'sais. Fait que c'est pas tant compliqué. C'est juste qu'après, là, quand tu es rendu plus loin, tu as des plugins, tu payes du monde pour t'en occuper. Là, c'est un autre game. Mais pour commencer, ça m'a pris 4 heures, 8 heures, j'ai monté mon site. Le plus dur, je vous dirais, c'est de jamais lâcher puis de... Je savais pas si j'allais le plugger, mais je vais le plugger dans le podcast. Là. C'est bizarre ce que je veux dire, mais faut pas que tu te fies à ta famille et tes amis, OK? Je vais peut-être casser le vibe de bain du monde, là, mais faut pas que tu te fies à ta famille et tes amis. Je me suis fié à ma famille et mes amis qui m'ont acheté les premières fois. Merci, c'est cool, ta compagnie. Ils m'ont encouragé, ils m'ont aidé à la partir. Mais admettons, là, à l'heure où je parle, là, la Monique de ce jour, Daniel, Simon Pichette, c'est du monde que j'ai jamais vu de ma vie, ou presque, que eux, c'est des vrais fans, c'est des vraies personnes qui m'encouragent. Puis c'est pas ma soeur ou mon oncle ou peu importe qui va aller m'appeler puis m'encourager puis me donner des mots. Fait que je suis allé chercher un réconfort, c'est fou, genre honnêtement. Là, ce que je dis là, c'est vraiment vrai. Que dans le fond, c'est le fun au début, la famille vont être là pour te supporter, mais ça sera jamais. J'ai des meilleurs amis à moi qui sont même pas abonnés sur mes réseaux sociaux parce qu'ils disent qu'ils me voient trop souvent. Puis c'est pas par méchanceté, tu sais, je dis sur l'année, ils sont avec moi, ils me connaissent puis ils sont tout le temps là, versus que complètement des inconnus. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est dur de dire ça de même, mais c'est la vérité. Fait que focus pas si ça marche pas alentour de toi. T'as quelqu'un dans le monde ou qui va croire en ton projet puis qui vont l'acheter. Faut pas que tu te bases sur les autres, en fait. Là. Jamais. Puis au début, ça peut être difficile. Mais t'es mieux de rester silencieux puis de montrer les résultats de tes efforts. Puis ensuite, que les gens te disent « Wow, c'est vraiment cool ce que tu fais » puis qu'ils te posent des questions. Je pense que d'y aller au contraire, d'expecter que les gens te donnent de l'attention ou de l'intérêt, c'est malsain. Là. Les gens, ils ont leur propre vie, ils ont leurs propres problèmes. Tu sais pas, là, en fait. Là. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'en mettons, pour eux autres, c'est comme un... Tu sais, quand j'ai parti à Enro, le monde disait... ma réponse, c'était pour le monde qui voulait se partir. Quand j'ai parti à Enro, tu m'aurais demandé, là, 2 ans, là, ça s'en va où ça? Tu fais quoi avec ça, mettons, là, tu sais? Honnêtement, moi, je voulais vendre du linge, chiller, faire mes vêtements. J'essaye sur TikTok. Écoute, si ça marche, puis vraiment, TikTok a explosé. Fait que je savais pas que j'allais ouvrir un magasin. Il y a 1 an, j'ai ouvert une boutique. On a strippé des bureaux, on a fait des graphes partout. C'est vraiment cool ce qu'on a fait. Mais il 2 ans, je ne savais pas que j'allais faire ça. Je savais pas que j'allais pouvoir réussir. Je savais même pas si j'allais capable de vendre 100 Audi. Tu t'as donné une idée. On est rendu à... On a atteint le million de ventes avec Enro. Pas en 1 an, mais depuis que j'ai commencé. On a dépassé ça depuis quelques mois. Mais quand je parlais d'un chiffre tantôt, c'était le million de ventes. Pour moi... Je vends un coton à à 20$ quand j'ai commencé à mon ami cash ici, puis j'essayais de construire quelque chose, puis qu'on a réussi à vendre 1 million en ligne de vêtements, qu'on est rentré dans 9 magasins. J'ai toujours cru, j'ai toujours foncé, mais jamais j'aurais pensé ça. Tu me parlais tantôt, dans 5 ans, je m'en vais, j'en ai aucune calice. Exact. Pour être honnête, là. On continue à faire ce qu'on fait, puis on va voir où ça va nous amener. Tu veux développer, mais t'as-tu comme un peu une idée ou une ligne directrice que tu vas aller dans le futur, des marchés que tu aimerais peut-être développer, par exemple? Ouais, ça, c'est sûr. En mettons, là, tu vois, comme tu posais la question, c'est quoi les produits qu'on a? Fait que des hoodies, des casquettes, des t-shirts, des trucs. Là, en ce moment, mon gros focus est unisexe, grande grandeur, couleur. Ça, c'est mon plan de match.
Maintenant, on est dans les magasins Maximus, 9 magasins Maximus. Fait que de développer notre branche pour les personnes de grande taille avec des différents produits. Je peux pas trop en dire, mais différents produits, différentes couleurs, différents sizing puis tout, qu'on travaille. Et pour ce qui est du retail and raw aussi, on veut... Dans le fond, mon but, c'est pas d'ouvrir des magasins. Si vous voulez un magasin à Québec, ça arrivera pas, je vous casse votre ballon. Mais on va vendre en ligne. On vendait en Europe avant, mais c'était compliqué, livrer, puis les coûts, c'était trop cher. Fait que j'ai arrêté de vendre en Europe. Mon but, c'est d'explorer États-Unis et Europe d'une façon mieux structurée, quand je vais avoir les compétences pour faire ça et les personnes qui vont m'aider. Excellent. Et je veux aller dans des nouveaux produits. Donc, des genres... Je peux pas trop expliquer, mais mettons des leggings, des biker shorts, avoir des choses plus femmes. Parce que là, on est unisexe sur tout. Mais on a une grosse clientèle qui est femme, une grosse clientèle qui est homme. Fait que j'aimerais ça. Boxer, leggings. Aller chercher comme un... En ce moment, tu peux être habillé en haut de là en haut puis des bas. Fait qu'il te manque des pantalons. Il manque les pants. Il manque des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose que je veux développer dans la prochaine année. Et on est déjà sur le projet en ce moment. Vraiment nice, très content. Dernière petite question. C'est pas une petite question, c'est une grosse question. Fait que prends le temps d'y répondre. Prends une gorgée d'eau avant de voir. OK. Puis c'est quoi ton problème? Non, OK. C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur la société avec autant toi qu'avec Enro? As-tu des plans de réinvestir dans la société, de redonner d'une certaine manière? Ça ressemble à quoi, ça? As-tu des idées? C'est une bonne question, ça. Écoute. Merci. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fait des levées de fonds à chaque année, même plus qu'une. OK? Quand j'ai commencé, ça c'est une bonne anecdote. Tu veux une anecdote? Je vais faire une anecdote en même temps de parler de ça. Awesome. Quand on a commencé sur Instagram, le groupe de musique Tactica, je ne sais pas si tu connais, non? OK. En tout cas, il y a plein de monde qui connaît ça. Québec Gold, c'est des gros beats. C'est un gros rap québécois très populaire que j'adore. Quand j'étais jeune, j'écoutais ça dans le char. J'étais fan d'eux, OK? Wow. Et à 300 abonnés sur Instagram, ils sont venus s'abonner à mon compte. Et j'ai fait une collab avec Timo. Il a porté un chandail Enro, il m'a fait des photos. Moi, j'ai trippé ma vie, honnêtement. Genre, wow, man, je venais d'avoir Instagram. Comme je te dis, je connaissais rien. J'étais ultra content. Moi, c'est la vie. Summum. J'ai réussi avec Enro juste à cause de ça. Et après ça, j'ai dit, j'aimerais ça faire de quoi avec vous. Puis, tu sais, on aimerait ça redonner, peu importe, trouver une manière. Puis, lui, il est en collaboration avec la QPS, qui est l'Association québécoise de prévention du suicide. OK? Fait que c'est une grosse... au Québec, dans le fond, ils ont des sites. Ils s'occupent d'aider le monde en situation pour aider, prévenir le suicide. OK. Et j'ai dit, OK, mais gars, moi, je peux faire un T-shirt. Genre, on va faire un T-shirt, on va faire un T-shirt, puis on va vendre ça, puis on va donner des profits, puis écoute, OK, on repart à la base, là, je venais de commencer. Je faisais mes T-shirts moi-même imprimés. J'allais chercher mes boîtes avec mon auto. C'était compliqué. Puis on a mis ça on a fait un logo avec leur gros logo, leur affaire de même. Puis, j'imprimais moi-même chez nous, OK? Sauf les logos en avant, j'avais fait faire un contrat de sérigraphie parce que c'était des quantités que j'avais mis quand même grosses, OK? Mais c'était encore dans mon garde-robe avec les petits racks que moi, je faisais les neck labels. C'est quoi? Avec la presse à casquette, les neck labels, OK? Et là, j'avais à rendre des commandes pour les collaborateurs qui nous aidaient à parler de ce projet-là. Fait que t'avais Tactica, t'avais Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, t'avais Corias, Soulja, des gros noms, OK? Puis moi, j'étais chez nous. Puis ma machine ne marchait pas bien cette journée-là. Fait que les neck labels que je faisais pour mettre la marque Enro étaient tout croche, effacés. Je pleurais, OK? Fait que là, moi, il était rendu 2 h du matin. Je faisais ça chez nous parce que comme j'étais tout seul, j'avais pas d'aide, tu comprends? Puis j'étais en train de scraper les neck labels de Guillaume Latendresse, de Soulja, de Corias. Écoute, il y a eu tellement de monde qui ont parti. Étienne Boulay. Pas le stress que tu as dû avoir. J'ai shippé ça mal fait parce que j'étais pas capable. Puis j'avais pas plus. Fait que, tu sais, moi, j'étais une petite compagnie, là. Puis finalement, on avait vendu, c'était la première année, on a ramassé 3260 $ avec ça. Après ça, moi, j'ai fait comme je suis fucking content. Là, moi, j'ai adoré. T'imagines Guillaume porte le chandail, Guillaume Latendresse, Étienne Boulay. Waouh, c'est malade. Okay. Fait que ça a été qu'on a fait des levées de fonds. Puis ça a été un peu une anecdote que Chris, j'ai paniqué à 2 h du matin à printer les chandails. T'enlevais le petit collant de sérigraphie, man. J'étais comme, c'est sûr, je vais... Mais y a-tu des retours là? T'as-tu des non, problèmes, ça c'était juste pour les. Dans le fond, moi, j'avais fait les premiers tests. Puis après, ça c'était fait à l'extérieur. Moi, il fallait que j'y ship vite. Fait que, tu sais, sous-traitance, la sous-traitance n'était pas là. Je l'ai faite, j'ai shippé, puis après, ils ont tous été bien faites parce que c'était fait par quelqu'un d'autre. Puis après ça. Ouais, fait que moi, je voulais rusher pour les livrer. Là. On avait des délais. Fait que c'est ça. Et après ça, on a fait. Fait que ça a été une petite anecdote que finalement, j'ai pas trouvé ça tant cool. le moment, mais après ça, emballer les commandes, on revient aussi au même fait. On a fait 3260 de dons
À 30$ le t-shirt, à 15$ du chandail, on a vendu l'équivalent de 700 chandails. Hein. Je te fais un calcul vite, là, à peu près 700 chandails. Mais moi, je suis pas équipé pour shipper 700 commandes. Là. Je shippais 100 commandes par mois, même pas. 700 à une semaine. Donc, mes parents, on a fait des bacs. Mes parents sont allés livrer des runs à Montréal aux clients. Moi, j'ai livré 2 jours à Montréal des commandes parce que je voulais que ça soit fait vite. Ouais. On voulait que ça aille bien. Fait que, tu sais, quand j'ai pris ce projet-là, je pensais pas que ça allait être gros de même. On l'a refait l'année passée. On a ramassé 6 000 ou 7 000 $. Toute une bonne gestion faite. Je me suis pas fait chier, ça n'a pas été dur. Mais on est rendu à peut-être 5 levées de fonds au total. Fait que la QPS 2 fois. Ah ouais. J'ai fait avec Bleu Atypique pour l'autisme. On a vendu des tucs. Cool. On a ramassé un autre 6 000 $. Fait que je veux redonner de cette façon-là. Moi, si je peux créer un produit, trouver une personne qui est ambassadeur de ça, puis qu'on pousse ensemble le projet. Écoute, on donnait 15$ du t-shirt là, c'est énorme, là. C'est énorme. Tu sais c'est quoi le linge, là. Puis nous, on l'emballe, on ship, on s'occupe de tout, on fait la promo. Fait que voilà, mais c'est comme ça que j'aimerais redonner, pouvoir aider. Même la nuit des sans-abri qui a eu lieu, là, 2 semaines, j'ai donné 5 caisses de linge. On a pas fait de vidéo. C'est pas le but de promote, c'est d'essayer. C'était du stock qui le faire. Traînait. On l'a donné, puis Annie, sur le bord de la ligne, est venue chercher les boîtes. Elle a fait un petit vlog. Je suis allé la porter chez elle avec les boîtes. Fait que si je peux donner, faire plaisir à quelqu'un, c'est toujours ça mon but aussi. Génial. Ben, j'aime ça comment ton impact est clairement décrit. Puis comment tu es imprégné dans cette communauté-là, d'aider les autres, puis que ce soit québécois, que ce soit propre au Québec. Donc, c'est vraiment nice. Félicitations pour tout ça. Puis, j'ai hâte de te suivre. En fait, tu viens souvent au studio aussi. des fois. Aussi au bureau. Puis, juste pour finir un peu sur tout ça, est-ce que tu veux parler un peu de ton marketing? Ça ressemble à quoi? Je sais que tu travailles avec moi. Depuis la gestion de réseaux sociaux, comment ça fonctionne en interne? Oui, dans le fond, moi, je travaille avec, c'est drôle, mais Jean-Michel. Oui! Je l'appelle Mario. Pour ceux qui ne savent pas, je l'appelle tout le temps Mario. Je vais compter cette anecdote. Non, je peux pas compter cette anecdote. Ok, c'est pas grave. Tu me le diras après. Mais je vais te dire après. Ouais, c'est ça. Mario dans un chalet. Jean-Michel a été baptisé Mario dans un chalet. OK. C'est juste ça que je peux dire. Mais Jean-Michel, dans le fond, j'avais fait un post sur c'est un... Comment ça s'appelle? Un groupe, là, les pigistes, ou je sais pas trop. Je cherchais quelqu'un qui m'aide pour faire des ads puis des Facebook ads. Okay. Puis avant que Jean-Michel soit dans Wavency, il était tout seul puis il faisait des trucs. Avant, ça. Oui, puis il m'a écrit, genre, puis on est rendu amis, puis il a fait tout depuis le début. Mes premières pubs, j'ai eu un contrat avec une autre personne. Depuis les débuts, c'est Jean-Michel qui s'occupe de Enro. C'est génial. Depuis le début. Wow. Puis tout ce qui est réseaux sociaux, moi, je m'occupe de tout ce qui est TikTok tout seul. Très cool. Au complet, parce que c'est mon bébé. Tout ce qui est Instagram, Facebook, j'ai une fille qui est avec moi, Laurie, qui est une machine. Elle fait mes textes, c'est elle qui s'occupe de poster des photos. C'est elle qui m'aide avec mon site web. Ouais. Tous les trucs que je sais pas faire parce que je peux pas tout faire. Fait que j'ai une fille qui est ultra solide. Elle fait vraiment tout ce que j'ai besoin là-dessus. Cool. Puis Maude, puis Jean-Michel, dans le fond, là, ils placent toutes mes ads. Wavency, dans le fond, place toutes mes ads. Font toutes mes infolettes. On a des meetings, brainstorm, on fait tous nos affaires ensemble. Fait qu'avec une bonne expertise puis du monde qui sont là à me driver, ça marche bien. Puis c'est intéressant que tu dis ça fait vraiment longtemps, tu sais, c'est que quand tu trouves la bonne personne, tu restes avec cette personne-là, puis il y a un effet qui se compile, tu sais, avec le temps, j'imagine. Les pubs, tu as sûrement eu des retours vraiment intéressants avec eux, fait que ça donne le goût de rester avec eux. Mais moi, c'est aussi le côté, tu sais, on parlait de collaboration aussi, côté humain. Moi, si j'ai quelque chose qui marche, je veux pas changer, puis je me mets... Comment on peut dire? Je me lie d'amitié avec toutes les personnes avec qui je travaille. Parce que si moi, je suis pas capable d'avoir une bonne relation avec toi, jamais je vais pouvoir travailler avec toi. Si c'est con, là, mais moi, je peux sauter un plomb très vite. Là. Fait que s'il y a une petite affaire qui me bug, moi, je vais couper ça direct là parce que il n'est pas supposé avoir d'affaires qui bug. Fait qu'avec Jean-Michel, depuis le début, on est amis, on a fait des chalets ensemble, on a fait des trucs, mais côté business, tout roule pareil. Parce qu'on est capable de se dire, tu es capable de. Des fois, mes meetings peuvent commencer en disant, genre, va chier, man, avec mes amis, puis je suis comme, genre, tu sais, on s'en fout, là, on est là pour avoir du fun quand même, mais qu'est-ce que tu as à faire, faut que tu le fasses. Puis si t'es pas d'accord avec moi, ben il y a une manière qu'on se parle pour le régler. Si ça marche pas, ben rendu on n'est pas capable de travailler ensemble, puis ça fait. Fait que moi, c'est vraiment des bases comme nos relations de travail chez Enro, c'est comme une relation si je serais avec toi sur le bord d'une bière. Mais les choses se font. Puis il y a business talk à avoir, mais tu sais, c'est le franc-parler, puis de ne pas filtrer. Tu sais, si on a une idée, il faut le dire. Puis même si ça sort off au début, l'important c'est qu'à la fin, que ça soit réglé. Il faut que le message passe, puis que le cheminement se rende à avoir un bon résultat qui est correct. Oui. Parce que si tu fais pas ce cheminement-là, tu n'auras peut-être jamais le résultat que tu aurais voulu. 100%. Ben écoute, Julien, merci beaucoup de ton passage au podcast. Où est-ce qu'on peut te contacter tout simplement? Si tu veux me contacter, dans le fond, tout ce qui est pour le linge, tu peux aller au enroapparel.ca. Ça, c'est notre boutique en ligne. Tu peux acheter tout ça. On a une boutique physique sur place à Saint-Hubert qui est ouverte seulement les samedis de 11h à 5h. Si tu veux me contacter perso pour de la création de contenu ou d'autres trucs, tu peux me contacter. Excusez-moi. Tu peux me contacter directement sur julien.brisson sur Facebook.
Je fais aussi quelques trucs, des créations de contenu, des sketchs, des vidéos. On fait plein d'affaires. Fait que ça aussi, tu peux me contacter là-dessus. Ben, merci beaucoup pour ton passage au podcast. On se revoit peut-être dans 6 mois. On va faire un part 2, pourquoi pas? Ça m'intéresse. Ça serait down, hein? Ouais, je serais très down. All right. Ciao, man. Merci beaucoup. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.